Le Ballon d'Or 2012, eh bien c'est Lionel Messi qui cette année encore et pour la 4e année consécutive a été consacré meilleur joueur de l'année. Messi en nœud papillon, costume à pois. Les joueurs de football soignent leur image, dernier smoking et chaussures à la mode, belle voiture. Souvent issus de milieux modestes, ils incarnent la réussite. Ils sont autant aujourd'hui footballeurs que businessmen. Les salaires sont devenus mirobolants. Cette année, Lionel Messi a encaissé, écoutez bien le chiffre, 33 millions d'euros. Alors, faut-il s'en choquer ou est-ce le prix du rêve? Alors que les clubs engrangent des millions d'euros de droits à l'image, de pub, eh bien, certains croulent aujourd'hui sous les dettes. Comment arrêter ces dérives? L'argent est-il en train de tuer l'âme du football? Eh bien, on en parle ce soir avec vous, Jean-Claude Darmon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Jean-Claude Darmon Conseil. Vous avez géré durant 30 ans les droits sportifs. On vous surnommait le grand argentier du football et vous étiez l'un des pionniers du foot business en France. Philippe Diallo, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Union des clubs professionnels de football, membre de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Avec nous, Hubert Artus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et chroniqueur littéraire pour le magazine Lire et chroniqueur également à France Inter. Vous êtes également journaliste sportif chez nos confrères de RFI, Radio France Internationale. Auteur par ailleurs de Don Quifoot, dictionnaire rock, historique et politique du football. C'est aux éditions Don Quichotte. Juan José Dorado Munoz, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes journaliste espagnol, spécialiste de sport, correspondant à Paris du journal Region International. Avant de commencer ce débat, tout de suite, retour en image avec Pauline Paccard sur l'exploit du prodige argentin qui fait aujourd'hui la fierté de son pays. À seulement 25 ans, Lionel Messi est entré dans la légende. 4 fois sacré Ballon d'Or, un talent exceptionnel qui est né ici, en Argentine. Même si l'attaquant star du Barça a quitté son pays à 13 ans, même s'il est aujourd'hui argentin et espagnol, Messi reste un enfant du pays qui s'affiche sur le dos des passants. Il est mérité, c'est tout. Ça ne pouvait être que lui. À 25 ans, il a accompli des choses dont personne d'autre n'a été capable. La seule chose qui lui manque, c'est la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qu'il pourrait peut-être faire gagner à son autre équipe de cœur, la sélection argentine. Mais s'il l'a rejoint en 2005, il n'avait alors que 18 ans. C'est un très bon ambassadeur pour l'Argentine et pour l'Amérique du Sud. Nous l'admirons beaucoup, c'est un grand homme. Ironie de ce touriste colombien, Lionel Messi est né avec une maladie hormonale qui l'a empêché de grandir normalement, mais pas de devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Un rapide tour de table, ce Ballon d'Or est mérité, Jean-Claude Darmon? Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est le plus grand joueur actuellement sur la planète. Philippe Diallo? C'est incontestable. Je pense qu'il est peut-être non seulement un des grands ballons d'or là, mais peut-être de toute l'histoire du football. Hubert Artus, vous êtes d'accord? Moi, je trouve que cette saison, il n'est pas mérité. C'est certes le plus grand joueur en activité depuis 5-6 ans, mais je pense qu'Andrés Iniesta, qui avait déjà été finaliste il y a 1 ou 2 ans, l'aurait mérité parce qu'il a fait un grand Euro, un grand championnat d'Europe, qu'il a gagné. C'est le meneur de jeu de la sélection espagnole. Sans Xavi et sans Iniesta à Barcelone, Messi ne serait pas tout à fait Messi. Donc je pense que cette année, sur la saison pure, parce qu'un Ballon d'Or s'est remis sur une saison, je pense qu'Andrés Iniesta, à mon sens, le méritait plus. Juan José Dorado Munoz. Je serais en tant qu'Espagnol de l'avis de mon confrère, forcément. J'aurais aimé que ça soit Iniesta qui gagne le Ballon d'Or, mais quand on regarde les chiffres de Messi en 2012, je crois qu'il n'y a pas de photo. Il a gagné son quatrième Ballon d'Or. Je pense que c'est tout à fait mérité. Jean-Claude Darmon, vous dites c'est mérité. Est-ce que son salaire est tout autant mérité? Je le rappelle pour nos téléspectateurs, 10 millions d'euros donc pour Lionel Messi annuel, 33 millions en tout sur l'année pour la publicité. C'est mérité? Écoutez, c'est mérité parce que je ne vois pas Messi braquer un revolver sur le président du Barça pour obtenir ce salaire. Il faut aussi ne pas oublier les recettes télévisées que touche chez Barça, et grâce surtout à Messi, le sponsoring, les relations publiques, etc. Donc, il génère des ressources énormes. Il est normal qu'il ait une part normale de ces ressources. Donc, c'est pas choquant? Ah, pas du tout. Des salaires de cet ordre-là. Mais non. Hubert Artus, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je trouve que c'est extrêmement choquant. Mais enfin, il n'y a pas que dans le sport et dans le football. Hein. Le football est devenu, depuis 7-8 ans... comme je l'écris et comme je le dis, un des navires amiraux du libéralisme mondial. Bon, c'est pas le seul, donc il ne faut pas se concentrer que sur le foot. Mais enfin, le foot est un des grands acteurs de la déréglementation
financières dont sont victimes la plupart des citoyens dans le monde. Ceci dit, je pense que le salaire de Messi, qui est moindre que celui d'Ibrahimovic à Paris, puisque lui, Ibrahimovic, il gagne en salaire 14 pur, millions. en salaire, 14 millions, enfin 1,4 million par mois. C'est Samuel Eto'o qui gagne le plus, 20 millions d'euros. Voilà. Donc je trouve bien, et je ne vais pas dire humble, mais enfin je trouve sain que Messi, qui est le plus grand joueur de la planète depuis quelques années, touche un peu moins que Zlatan Ibrahimovic, qui est moins bon footballistiquement, mais qui a un melon beaucoup trop gros et qui se la pète un peu trop. Donc je pense que cette différence de salaire, le fait que le numéro 1 mondial gagne moins et ait quelque part, on va dire, l'humilité, l'accepter de gagner moins que le numéro 3 ou 4 mondial, je trouve que c'est ça qui en dit long sur la déréglementation du foot. C'est ça, c'est le fait que c'est les melons qui sont payés, c'est pas le nombre de buts, c'est pas... Voilà. Je pense qu'il faut je pense que la question des salaires qui revient tout le temps, on oublie la contrepartie, c'est-à-dire le talent. Le football, comme d'autres activités, c'est des activités de talent. Et dans tous les métiers, les talents. Oui, mais Philippe Diallo, il y a 20 ans, il y avait des gens de grands talents. Je pense à Pelé, je pense même à Buddy Pelé, à Maradona. Ils ne gagnaient pas ces salaires-là. Mais déjà, par rapport à l'époque où ils jouaient, ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, vous savez combien c'est le chiffre d'affaires du football européen? C'est 17 milliards d'euros. Cette année, 17 milliards d'euros. Donc, le meilleur joueur, le plus grand talent, celui qui remplit les stades, qui mobilise les télévisions, qui fait déplacer les foules, il est normal qu'il en ait une part qui lui revienne à lui, puisque sans lui, tout ça n'existerait pas. C'est la raison pour laquelle il a un salaire très important. Voilà. Et surtout, il faut insister que c'est le talent qui est payé avec 10 millions. C'est pas la grosse tête, c'est le talent pur qui est payé 10 millions. Effectivement, il y a le cas Ibra, il y a d'autres cas, le cas Eto'o. Donc, dans le cas précis de Lionel Messi, je pense que c'est justifié. Il est certain que dans les temps qui courent... Mais dans d'autres cas, vous estimez que ce n'est pas justifié? Écoutez, que Eto'o touche 20 millions d'euros, c'est peut-être pas justifié, vu où il est aujourd'hui de sa carrière. Peut-être il y a quelques années, oui. Dans les cas d'Ibra, effectivement, vu son grand talent, mais en même temps, vous avez été ce n'est pas le meilleur joueur au monde. Je trouve ça extraordinaire que vous donniez un avis. Mais je ne les critique pas, mais c'est vrai qu'il y a... Mais certaines blessures la finalité quand même dans le football, c'est quand même les buts. Oui, et il en marque des fois plus que l'autre. Donc on peut, mais on s'en fiche. C'est une économie. Mais c'est une économie libérale. Enfin, les présidents de clubs font ce qu'ils veulent dès lors que c'est avec leur argent. Il faut que ce soit avec leur argent. C'est ne pas dépenser un argent qu'on n'a pas. Ça, c'est fondamental. Ça, on va en parler tout à l'heure, parce que de temps en temps, ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est ce qui distinguerait Messi d'Ibrahimovic, parce qu'Ibrahimovic a payé par le Qatar qui a amené l'argent. Personne s'étonne que Jean-Michel Basquiat vend un tableau 28, 50, 100 millions de dollars. Le dernier tableau qu'il a vendu, c'est 58 millions de dollars aux États-Unis. Tout le monde trouve ça normal. Mais dès qu'on c'est un footballeur, un chanteur ou un acteur, on trouve ça pas normal. Oui, c'est vrai que si on parle des États-Unis, c'est complètement différent. Fiche. Les chiffres sont complètement différents. Mais c'est vrai aussi qu'effectivement, Messi génère un tel flux d'argent au niveau du Barça qui fait qu'il peut être payé 10 millions. Et il pourrait être payé beaucoup plus. Et on n'entend pas Messi demander, et on n'entend pas quand même Messi demander à crier à travers partout qu'il souhaiterait être monté. Même s'il l'est. Il ne fait pas les cris de Cristiano Ronaldo qui tous les 6 mois renégocie son contrat. Tiger Wood, les grands pilotes de Formule 1 touchent des sommes affolantes, mais ils se mettent en danger, ils risquent leur vie. Enfin, je ne parle pas de Tiger, il ne risque rien ou pas grand-chose. Mais c'est normal que le talent, vous l'avez dit tout à l'heure, le talent se paie, que ce soit dans la chanson, dans les acteurs, dans la peinture, etc. Le talent se paie, et c'est normal. Alors le talent se paie, Philippe Diallo, mais est-ce que, malgré tout, est-ce que cet argent ne pourrit pas quand même les mentalités ? On voit par exemple le comportement qu'a eu certains joueurs au moment de la Coupe du Monde de football, où vous le disiez, ils ont des melons comme ça, où il y a plus de sens, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect vis-à-vis de la hiérarchie. Est-ce que vous ne pensez pas que l'argent a aussi un rôle justement dans ces écarts de conduite ? Il peut avoir un rôle, mais maintenant il faut bien faire les nuances quand on parle d'absence. Vous ne voyez pas ça il y a 20 ans encore, excusez-moi de revenir toujours il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ou peut-être, mais... Non, mais d'une part, quand vous parlez de le respect de la hiérarchie, des choses comme ça, vous conviendrez que ça dépasse largement le cadre du sport. Dans bien d'autres domaines, à commencer par l'école, les choses comme ça, les questions de respect de l'autorité, de l'hiérarchie, on les retrouve. Le sport, très souvent, n'est d'ailleurs qu'un reflet de ce qu'on voit dans plein d'autres parties de la société. Mais quand on est footballeur, est-ce qu'on ne doit pas être un modèle aussi ? Modèle justement pour les jeunes, avoir l'esprit sportif ? On devrait l'être. Mais vous comprenez bien que là aussi, ce sont des jeunes garçons qui ont entre 18 et 25 ans. Messi a 25 ans, alors on voudrait qu'ils soient des modèles, mais ils ont les faiblesses, malgré leur statut de star, ils ont toutes les faiblesses humaines. Philippe, on a surtout formé de grands joueurs, mais on n'a pas formé d'hommes.
C'était à notre époque, souviens-toi, je n'ai pas fait 14-18, mais nous avions au centre de formation, il y avait des préceptes, il y avait des valeurs que nous défendions. Aujourd'hui, les gamins n'ont aucun sens de valeur, et là je suis d'accord. L'argent entre eux. L'argent les rend fous, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'argent. Et l'argent les rend plus beaux qu'ils ne sont, croit-il. Mais on a vu ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Il y a un moment donné, ils sautent les pompes. Ils n'ont pas l'éducation pour ça. Ils n'ont pas le sens des valeurs. Donc là, il y a un travail à faire, vous pensez, au niveau des centres de formation aujourd'hui? Oui, même au niveau de la société, parce que c'est aussi une question de génération. Si ceux de Knaïsna, la ville en Afrique du Sud où les 23 bleus ont fait grève, à mon avis, c'est une honte. On ne fait pas une grève de riches sur le continent le plus exploité de la planète, ça ne se fait pas. Et en plus, c'est méconnaître l'histoire syndicale du foot français qui n'est pourtant pas très vieille. Elle date de 1968. Mais le drame, c'est que les joueurs dont on parle, les 23, d'une part, ils ne sont pas, à mon sens, représentatifs ni du football professionnel en général, et encore moins de tout le football. Il a raison. Mais le problème, et j'en finirai par là, c'est que ces gens-là, et à commencer par Anelka, ils ne se vivent pas comme footballeurs. Et Anelka l'a très bien dit. Ce sont des gens qui veulent devenir stars, et pour eux, le football est le moyen d'arriver à être une star. Comme ceux qui veulent être chanteurs sans apprendre à chanter, on passe par la télé-réalité. Ils le vivent comme ça, ils sont quand même d'être footballeurs. Ils veulent gagner des millions et être célèbres. Il se trouve que le football est le moyen pour eux d'y arriver. Ça n'est qu'un moyen pour eux d'y arriver. Ça n'est pas leur carrière, ça n'est même pas leur métier. Et Anelka l'a très bien dit dans une anecdote que je montre dans mon livre. Il dit... Je veux faire de la pub, c'est ça mon métier, plus que le football. L'argent, encore une fois, on peut stigmatiser sur l'argent, mais l'argent, encore une fois, n'est pas le seul critère. Parce que on parle de Knaïsna, de l'équipe de France. Et à mon avis, il faut chercher des raisons ailleurs. Parce que l'équipe d'Espagne, les joueurs gagnent beaucoup d'argent. L'équipe d'Allemagne, les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Toutes les grandes équipes gagnent beaucoup d'argent et ils n'ont pas eu le bus de Knaïsna. Ça veut dire qu'il faut trouver des explications ailleurs. Oui, mais Jean-Claude Darmon, vous n'avez pas répondu à la question, Philippe Diallo. Il parlait justement des valeurs qu'on doit peut-être transmettre dans les centres de formation. Je rejoins parfaitement Jean-Claude Darmon. Il y a effectivement une autocritique à faire sur les centres de formation parce qu'il faut justement qu'on revienne à effectivement quelque chose qu'on a peut-être perdu de vue parce que les centres de formation de football, c'est ceux qui vont être les professionnels demain et donc il faut qu'à côté de leur carrière de footballeur aussi, on puisse leur transmettre des valeurs. Mais ce problème d'éducation, encore une fois, nous le ressentons dans le football, mais si on regarde plus largement la société, on voit que ce problème, il existe ailleurs aussi. Et donc on est confronté aux mêmes problématiques. Il est aggravé, tu le sais bien, depuis l'ère Bosman, où avant, nous avions le sens du maillot, de l'honneur, du drapeau. C'est important, tu le sais bien. Nos joueurs restaient 8-10 ans dans les équipes professionnelles. Ils aimaient leur club. Ils faisaient partie d'un club. Le Barça génère ça, le Real génère ça. Nous, y jouent 1 an, 6 mois, ils font 3 bons matchs. Ils sont bons, ils sont 50 bons matchs, ils attendent, etc. Oui, mais ils sont bons aussi parce qu'elle n'a pas du gain aussi, Jean-Claude Darmon. Tout le temps. Et puis parce que la Ligue 1 est de moindre niveau que la Champions League, que la Ligue anglaise. C'est pas tout le temps comme ça. Vous voyez le cas du Barça qui a maintenu son centre de formation et vous regardez Pujol, qui a été formé à Barcelone, va terminer sa carrière à Barcelone. Xavi, qui a été formé à Barcelone, va terminer sa carrière à Barcelone. Iniesta a encore re-signé à Barcelone. Donc, il y a aussi l'amour du maillot. Il y a le centre de formation et il y a l'amour du maillot. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas les droits des télés. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les droits des télés. Il y a 20 ans, on regardait un match. Mais vous voyez, l'argent a commencé à arriver à ce moment-là. Mais l'argent a commencé à arriver à ce moment-là. Et donc, forcément, beaucoup d'argent. Oui, mais parce que Barcelone réussit à faire la bonne équation, c'est-à-dire à la fois la performance sportive et la performance économique. Et donc pour un joueur, jouer dans la meilleure équipe de club du monde qui s'appelle le Barça, tout en ayant un gros salaire, il n'y a aucune raison de partir ailleurs. Mais nous, Français, nous sommes... Et le rêve du Barça, parce que le Barça, c'est la Catalogne, c'est Johan Cruyff. Que des Espagnols à l'étranger, il n'y en a quasiment pas, des Italiens à l'étranger, il n'y en a quasiment pas, des Allemands à l'étranger, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que nous, qui sommes un pays du tiers-monde, qui vendons nos joueurs n'importe où, n'importe quoi. Il y a quand même quelques joueurs espagnols qui sont partis en Angleterre depuis ces dernières années. Attendez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais parce que la France, c'est le centre de formation de l'Europe. La France, c'est le centre de formation. Je disais, la France, c'est le centre de formation de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons un savoir-faire pour créer des joueurs, entre guillemets, et nous n'avons pas les moyens économiques de les garder. Et donc la France... On paye pas assez bien. Mais parce qu'on a un problème de compétitivité dans les clubs français vis-à-vis des grands concurrents étrangers. Donc nous savons former. Et là, il y a un critère qui est assez simple. Lorsqu'on regarde la meilleure compétition de clubs du monde, ça s'appelle la Ligue des Champions. Eh bien, derrière les Brésiliens,
ce sont les nationaux français qui sont les plus représentés dans les 32 équipes qui participent. Ça veut dire que la France, il y a des très bons joueurs en France qui ont donc été bien formés. Et les joueurs s'en vont pour ça. Voilà. À cause de la fiscalité, hein. Aussi. Oui, mais alors c'est vrai que c'est le principal facteur, ça c'est vrai. Mais enfin, il y a un deuxième facteur qui est à mon avis tout proche, et Philippe insistait dessus, c'est le manque de compétitivité sportive, parce qu'aussi financière, des clubs. Les joueurs sont des grands joueurs, donc ils ont été bien formés, donc je ne pense pas qu'il y ait spécialement un problème de formation sportive en France, mais par contre, la Ligue 1 est d'un piètre niveau par rapport à la première ligue anglaise, par rapport à la Serie A italienne et bien sûr par rapport au championnat espagnol. Le football est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fort économiquement, vous ne pouvez pas être fort sportivement. Il faut aujourd'hui, dans un monde libre, c'est-à-dire avec un marché du travail totalement libre, c'est ceux qui sont forts économiquement qui arrivent à mettre les équipes performantes, qui vont gagner des titres et engranger des ressources. Et donc vous rentrez dans un cercle vertueux. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, la France, depuis l'ouverture des frontières européennes, donc Claude Darmon parlait de l'arrêt Bosman en 1995, la liberté totale du marché du travail a fait que la compétitivité des pays entre eux a fait que la France a baissé d'un cran. Mais mine de rien, ça a fait du bien aux Bleus. Parce que c'est grâce à cet appel d'air-là que les meilleurs Français ont été joués à l'étranger, qui se sont aguerris, y compris musculairement, et il n'y aurait pas eu 98 quelque part sans l'arrêt Bosman. La culture italienne ou espagnole ou anglaise du football ou de l'Allemagne n'est pas la nôtre. On n'a pas cette culture du sport en France. On le sait bien. À l'école, ils font une demi-heure de sport par an ou par mois. Sait-on jamais. Mais ça fonctionne pas. Eux, non. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça, oui. Par rapport à ces questions de compétitivité, je veux tout de suite vous dire, et vous allez voir que pour l'instant, le débat s'est situé en Europe, mais le monde change. L'Asie monte. Le Brésil est en train de changer. L'Afrique est en train de changer. Et on commence à voir dans les mouvements des joueurs qui partent en Chine, ce qui n'existait pas il y a 5 ans, mais avec des salaires très importants. En Russie, au Qatar, le Brésil, qui était le grand pourvoyeur de footballeurs partout dans le monde, aujourd'hui commence à garder des très bons joueurs chez lui. Neymar va rester au Brésil. Il y a quelques années, il serait parti en Europe. Et puis, vous avez des grands joueurs qui commencent à partir. Ça veut dire que le football, c'est véritablement la photographie de la géopolitique économique du monde actuellement. Nous avons fait une enquête sur la compétitivité des clubs de la Champions League. Et donc, on a posé la question, donnez-moi une liste des 10 meilleurs clubs en Europe. Et les premiers clubs français étaient Lyon et arrivé 8e, 9e. Donc il est certain que les clubs français... Oui, non, mais il est certain que les clubs français ne sont pas... Quand vous pensez au foot et aux compétitions, vous ne pensez pas du tout aux clubs français. Peut-être dans 2 ans, on va parler du PSG ou l'année prochaine. Prends Lyon seulement. Lyon a été la meilleure équipe depuis 10-12 ans. Tout à fait. Et Lyon, chaque année, alors qu'il voulait gagner la Champions League, vendait son meilleur joueur, ou ses meilleurs joueurs. Comment veux-tu vendre ce qui est le meilleur et gagner une Champions League? Ça n'existe pas. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est ça. Donc si je vous entends bien, finalement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça ne vous choque pas, finalement, que ces joueurs, parce que finalement, ils vendent du rêve, que ces joueurs gagnent des sommes folles. Et on revient toujours au problème de la compétitivité en France. C'est une carrière très courte. N'oubliez pas que le joueur a une carrière très courte. Donc c'est normal qu'il gagne sa vie royalement. Il y a des gens qui ont... en période de crise, on peut quand même se poser la question. C'est vrai que c'est important ce que rappelle Jean-Claude Darmon. Ça a beau être totalement déréglé, c'est vrai que la carrière active d'un sportif de haut niveau et d'un footballeur est très courte. Il ne faut pas en faire dire plus que la somme amassée. Mais il faut expliquer les chiffres. Il ne faut pas laisser les chiffres parler d'eux-mêmes parce qu'effectivement, dans ces cas-là, ça paraît trop dimensionné, trop surdimensionné. On fait une petite pause, si vous voulez bien. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre débat avec cette question quand même. Comment des clubs de football qui engrangent justement des millions avec les droits télé, avec la pub, etc., arrivent à s'endetter? Et que faire pour éviter des dérives financières? Eh bien, Michel Platini a une solution. À tout de suite.